Bonjour à tous, voici l'entretien cosmique animé par Céphalopode Cosmique. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin pour la deuxième partie du podcast. Nous allons traiter du marxisme, de l'intersectionnalité, de l'islamo-gauchisme à l'université. Bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Si tu veux, des enquêtes qualitatives sur la base d'hypothèses ethniques qui sont transitoires, éphémères et qui n'ont pas pour mission d'assigner des gens à résidence identitaire, ça existe déjà. Et parmi ces enquêtes-là qui ont été faites, ce que je disais donc, c'est que Laure Pitti a montré que ça a été fait dans les années 50, dans l'après-guerre immédiate en fait, à la régie Renault, pour allouer de la main-d'œuvre étrangère de façon ségrégée dans l'automobile. Quoi. Donc en fait, bon, je me suis un peu éloigné sur ce truc-là, mais déjà dire ça peut paraître étrange, hein, mais c'était pas du tout dans le discours dominant là-dessus. Quoi. Enfin, en tout cas, dans cette petite classe-là. Ouais. C'est-à-dire que... Tu avais vraiment beaucoup d'appréhension à parler de ce sujet. Parce que j'allais insister sur la gestion capitaliste de la main-d'œuvre et la gestion capitaliste des statistiques ethniques, en fait. Et de montrer qu'avant d'être un discours un peu fictif, abstrait, au sens littéral, sur républicanisme ou, tu sais, je sais pas comment on peut dire, mais séparatisme identitaire, avant tout, il y a des usages qui sont très concrets, qui sont très économiques, qui s'embarrassent pas en fait de considérations idéologiques de cette sorte. Et je parlais de Magali Besson et tout ça, enfin de ces séminaires-là et tout. Oui, pour dire une chose, c'est que, en tout cas, je pense que le marxisme a été dégagé des universités, contrairement à ce qu'on pense souvent, avec les idées de marxisme culturel, toutes ces choses-là, et que les idées de mettre l'accent sur les lois économiques du capital, l'analyse de classe, le discours prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est peut-être un peu facile comme réponse, mais c'est ce que j'ai tendance à dire aux intersectionnels, c'est que s'il s'agit de développer des enquêtes à partir de ce qu'on trouve à l'intersection de différents processus de discrimination, ok, mais sur le plan politique, sur le plan de la revendication politique, le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est pas... tu vois, enfin, on est clair là-dessus, ça concerne les femmes, les ouvrières, les travailleurs du tiers-monde, de tous les pays. Donc, il y a... Moi, justement, ça ressemble à ça, le projet intersectionnel. Oui, mais pourquoi créer un concept à partir de rien en prétendant créer quelque chose dont le marxisme était amputé? Moi, ce qui me vient souvent, c'est qu'en fait... Il faut rester sur la lutte des classes. En fait, je vois pas pourquoi... Enfin, je vois pas la plus-value, en fait. Des reproches qui sont faits, que ce soit à Marx ou au marxisme orthodoxe, et donc je lis les critiques qui se font. Donc, en général, les reproches qui sont faits, c'est économicisme, classisme, historicisme, tous ces trucs-là. Et au final, quand je regarde les textes, ou enfin, du moins ce que j'en comprends, ça me semble être des hommes de paille argumentatifs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se crée une image de ce que serait le marxisme, ou un marxisme orthodoxe, un marxisme vulgaire, un marxisme dogmatique. Et là-dessus, en fait, on dit, je sais pas, c'est le truc, par exemple, je crois que Bourdieu reprochait à Marx de ne pas prendre en compte le fait qu'il y aurait des gens qui sont dominants, qui sont dominants-dominés, ou qui dominés-dominantes, qui, dans la domination, qui mettent en place des systèmes d'oppression. Des formes intermédiaires, le père de famille ouvrier, quoi. Voilà, oui. Qui est dominé au travail et dominant tu vois, il y a quand même des écrits, tu vois, dans l'origine de la famille, de la propriété de l'État, où, on voit bien que, c'est évident, tu vois, qu'il faut prendre en compte l'anthropologie, les systèmes familiaux, les lignages de parenté qui sont des structures... en fait, c'est une objection qui me paraît tellement évidente. Si j'ai bien compris, ce qui te pose problème, c'est que tu penses que ces intersectionnels que tu as croisés ont une vision du marxisme qui serait un peu limitée, ou un marxisme qui sous-estimerait les dominations de type genré et racial. Ouais. Et donc,
ils essaieraient d'éliminer un peu le marxisme pour mettre en place autre chose, créer d'autres concepts et une autre approche. Donc en l'occurrence l'intersectionnalité. En fait c'est pas utile et c'est un peu passer à côté du marxisme qui lui aurait une valeur intrinsèque plus importante ou une valeur théorique intrinsèque plus importante. Plus directement, moi ce que j'ai vu, c'est par exemple au moment des Gilets jaunes quand ça a surgi, ces mecs-là se disaient mais attends, ils sont blancs, ils sont de province, ils sont français, est-ce que c'est vraiment des gens qui sont victimes d'oppression ou de trucs de domination? Est-ce qu'on doit les soutenir? Et tout de suite, alors que il y avait des gens de toutes les origines, il y avait des mecs qui étaient des rebeux, des noirs, enfin il y avait de tout dans les Gilets jaunes. Il y avait peut-être une majorité de Français blancs, si on veut, mais il y avait des femmes, il y avait énormément de femmes, il y avait... et puis même peut-être que cette lutte-là, c'était un moment d'intégration aussi, hein, pour pas mal de Français d'origine immigrée ou étrangère. Et au final, quand ces mecs-là viennent, bah, t'as tout de suite des idéologues qui vont jouer sur les divisions, tu vois. Et de tous les camps, hein, tu vois, par exemple, Finkielkraut, mec bien à droite, il va dire, ah oui, beaucoup de blancs, hein, on voit pas beaucoup je sais pas, de musulmans ou ce qu'il veut là-dedans. Et puis, de l'autre côté, les décoloniaux vont se dire, bon, c'est une lutte française, c'est une lutte nationale. Badiou a sorti un bouquin en disant, le seul truc qu'il a trouvé de bien à dire, c'est méfiez-vous des blancs habitants du rivage, quoi. Comme si c'était le moment, dans une perspective communiste, on n'arrête pas de parler de convergence des luttes, et au moment où tu as une lutte qui se fait avec des revendications extrêmement larges, et où on veut vraiment essayer de faire converger quelque chose, on se retrouve avec des gens qui produisent des discours de division et qui vont ramener tout à des considérations voilà, ethniques, religieuses, sexuelles, et c'est assez fatigant, quoi. Donc moi, si tu veux, les gens, je m'en fous un peu maintenant, ils ont leur marotte, ils ont leur lubie de recherche, même les idéologies qu'ils veulent. Le problème, en fait, c'est quand ces idéologies-là et ces champs de recherche-là, bah, ils font écran et ils impactent le discours qui est majoritaire dans l'opinion sur les luttes, quoi. C'est ça fondamentalement qui me gêne, quoi. Que à l'université il y ait plein de moments transitoires, qu'il y ait plein de lectures, que les gens se regroupent, même tous les trucs sur les safe space, moi ça me gêne pas, hein. Tu vois, franchement, hein. C'est-à-dire que j'ai des copains qui trouvaient ça choquant, le fait que les femmes se retrouvent entre elles ou enfin, je sais pas, les racisés se retrouvent entre eux. Je veux dire, moi j'irais jamais là-dedans de base. Même si je pouvais y aller, j'irais pas. En plus, je me méfie vachement parce que, moi, en fait, si tu veux, à l'époque, dans ces milieux-là, donc milieu étudiant, en master, j'avais quand même déjà un pied dans le monde du travail, tu vois. Et je galérais à fond. Et parce que je suis mâle hétéro-blanc, je suis dominant, tu vois. Et je vois des nanas ou des mecs enfin, du fait de leur sexualité, de leur origine, ou de leur sexe, ils vont te dire que toi tu les domines. Là, il y a des trucs qui passent pas, tu vois. Et même quand tu as Magali Besson, tout respectable qu'elle soit. Au niveau frontal, c'est-à-dire que individuellement, tu as eu ce genre de scène. C'est-à-dire que, ah oui, mais je te dis, ou individuellement, quelqu'un qui. Dans la, t'as pas le droit de parler de ça. Dans la représentation sociale, ah oui, ok, ouais. Donc très frontal. C'est-à-dire que moi, j'ai mis une opinion, on me dit, t'as pas le droit de parler de ça. Donc ça, c'est du terrorisme intellectuel et c'est juste pour te réduire au silence. Tu vois, pour autant, je suis pas, comme beaucoup, en train de déconsidérer l'extrême droite. Tu vois. Parce qu'il y a, je pense que c'est ça le vrai danger de la pensée woke, c'est de faire croire que l'extrême droite est inoffensive quelque part, ou que c'est comment, quelque part, ce serait un moindre mal. Par exemple, tu vois, en couverture de Valeurs Actuelles, là, j'ai vu, cette semaine, il y a De Villiers qui fait une couverture, où il y a un énorme, et Pépouze, il parle de guerre raciale, de grand remplacement et tout. Ouais, ça c'est d'ailleurs un peu inquiétant que le vocabulaire de l'extrême droite soit à ce point non, mais grand public. J'ai vu une vidéo exceptionnelle de Bernard Lugan, qui est assez africaniste, carrément d'extrême droite lui aussi, tu vois. Alors, c'était Boulevard Voltaire la vidéo, et on lui dit mais qu'est-ce que vous pensez des coloniaux, vous avez un petit message pour eux. Il dit merci, continuez, ne lâchez rien, vous réussissez en quelques années à faire ce que moi, contre-révolutionnaire, je n'ai jamais réussi à faire. Détruisez la laïcité, détruisez l'universalisme des droits de l'homme. Si je voyais ça, je me disais mais ouais, drôle d'époque, hein. Ah, puis, il y avait un livre que j'avais bien aimé de Stanislas Spero Adotevi, qui était un ami, un mec qui a bossé avec Thomas Sankara. Il avait écrit sur, déjà ça remonte, hein, c'est un bouquin qui est des années 60-70, je sais plus, et c'était Négritude et Négrologue. Et donc Adotevi, lui c'était marxiste africain, puis il attaquait
un peu les trucs de Sangor, tout ça, tu sais, sur l'africanité, la négritude, tous ces trucs-là, où en gros, il disait, et c'est simple l'analyse, hein, c'est dire que c'est des Africains de la petite bourgeoisie qui passent en Occident et qui vont développer un discours identitaire nostalgique vis-à-vis d'une Afrique ou d'Afrique au pluriel qui n'existe pas concrètement, comme une espèce de romantisme politique sur une Afrique abstraite, complètement abstraite, des rapports géopolitiques durs, d'impérialisme, tout ça. C'est plus que dommageable, quoi, parce qu'au final, quand tu racialises le discours à ce point-là, et que dans ce que tu montres, tu caches voilà, les rapports sociaux, les rapports de salaire, les rapports de classe, les rapports de domination de ce genre-là, au final, tu développes un discours, comment dire, petit bourgeois. Et ce que je voulais te dire, c'est comment, ce qui me plaît dans le marxisme en tout cas, et plus généralement dans le matérialisme dialectique, c'est d'avoir en fait un outil qui permet de comprendre toutes ces contradictions-là en fait, et d'essayer de les faire tenir ensemble dans une espèce d'unité des contraires qui soit rationnelle. C'est-à-dire, il y a des travailleurs blancs en province, il y a des travailleurs immigrés en grande métropole, et c'est pas un problème en fait. Enfin, comment dire, c'est pas ça que je veux dire, c'est que on va pas commencer à s'amuser à faire des divisions ethniques là-dessus, tu comprends? C'est que si on veut établir un camp progressiste qui puisse se réunir sur des bases très claires, tu vois, sur les salaires, sur les conditions de travail, sur je sais pas, les congés, des trucs là vraiment, je suis dans les trucs minimalistes, sociodémocrates presque. Si on veut se réunir là-dessus, c'est pas pertinent en fait de prioriser ces catégories ethniques là. Enfin, bon. Parce qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect militant et l'aspect de recherche en sciences sociales. Et ça, c'est un domaine de travail dans la recherche universitaire qui est assez attaqué. Il y a une intervention au moment où on enregistre de la ministre de l'Éducation de l'enseignement supérieur qui a justement utilisé clairement un concept de l'extrême droite qu'est l'islamo-gauchisme. Justement, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Il y a un peu l'idée qu'elle considère que l'islamo-gauchisme s'attaque à la liberté académique et que donc pour s'en défendre, elle s'attaque elle-même à la liberté académique. Puisqu'il faut donc demander au CNRS de surveiller des chercheurs qui travailleraient sur certains domaines, etc. Donc bon, moi là-dessus, je serais vraiment pour une liberté académique totale. Et au-delà de l'islamo-gauchisme, ça n'est pas le cas en France. Il y a l'aspect justement militant. Justement, là, c'est des organisations politiques plus ou moins organisées qui, donc ce que tu disais, regardent une manifestation et se mettent à faire une comptabilité de quels sont leurs slogans, quelles sont leurs couleurs, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, etc. Mais ils sont pas dans une perspective universaliste en fait. Mais le truc, c'est que c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit là. C'est-à-dire, moi je critique les gauchistes postmodernes, mais je ne les mets pas dos à dos avec la nouvelle extrême droite, quoi. C'est-à-dire que pour moi en fait il y a une synergie objective, mais qui n'est pas intentionnelle, entre eux, parce qu'ils participent les uns et les autres à la racialisation du discours sur la chose publique, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que souvent les mecs qui sont les figures de proue du gauchisme postmoderne, c'est jamais que des étudiants ou des intellectuels ou des gens qui ont des velléités théoriques, mais leur nocivité, elle est dans le discours, dans la conscientisation de la petite bourgeoisie intellectuelle à la rigueur. Maintenant, tu prends, dans la police, dans la gendarmerie, le nombre, et je suis pas du tout, tu vois, ACAB, toutes ces conneries, tu vois. C'est-à-dire que c'est un métier qui est très dur, mais objectivement, maintenant, on y valorise les brutes analphabètes, tu vois. Et quand tu vois que l'immense majorité des policiers, ils votent RN ou tous les trucs qu'on a vus là où les mecs ils ont un collègue noir, ils le traitent de sous-homme ou ils insultent de singe. Il y a régulièrement des... Là, tu vois, on est dans de l'appareil coercitif concret, tu vois. Donc c'est beaucoup plus inquiétant. Donc le truc qui est compliqué à dire, c'est que je pense qu'il y a une synergie malheureuse, mais c'est pas du tout le même degré, quoi, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et par rapport à ce que tu dis là sur l'islamo-gauchisme, c'est capital. C'est vraiment un concept à la con. Un trotskiste coranisé, je demande encore à voir ce que c'est, quoi. C'est-à-dire un mec qui va appeler à la révolution permanente pour instaurer la charia. Tu mets deux mots ensemble, ça fait un concept. Moi, je suis pas d'accord.
Oui, les gauchistes, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais pas de vouloir un État islamique en France. C'est ridicule. Ni de manière plus ou moins subtile, encourager un terrorisme islamique. Après, c'est vrai que bon, ça crée un malaise assez important, la racialisation de l'analyse politique. La critique qui est souvent faite, c'est que ça ressemble aux pratiques des racistes du siècle dernier, quoi. C'est-à-dire de prêter à des groupes en fonction de leur couleur de peau, de leur ethnie, de leur comportement, de spécificité. En fait, dans une analyse sociologique précise, ça peut avoir sa pertinence. Justement, jusqu'où ça peut passer le pas de l'analyse politique. Comme je l'ai dit, pour moi c'est du terrorisme intellectuel, c'est tout. Hein. C'est-à-dire que c'est un outil super efficace pour te clouer le bec et créer une étiquette mondaine dans un milieu très précis. Te clouer le bec si t'es pas d'accord ou si t'es pas, donc toi en l'occurrence blanc, homme blanc charismatique. Mon Dieu. Non, mais ouais, je vois ça comme ça, c'est-à-dire on a une lutte des places ultra acharnée, t'as, surtout à Paris, des petits cercles ou flouettes, machin, où t'as des prérequis idéologiques à bien respecter, et si tu veux rester dans la centrifugeuse, faut faire patte blanche, puis sinon, je fais penser à un truc là, mais j'avais suivi des séminaires de critique de l'ontologie sociale. Et alors, c'était toute une série qui avait été lancée par Jocelyn Benoît et Ronan de Calan, qui sont deux mecs qui ont oublié d'être cons quand même, hein, tu vois, je veux dire, c'est pas des abrutis. Hein. C'était très large comme séminaire, mais en gros, c'était clairement affiché, hein, c'était des séminaires de critique du marxisme universitaire. Là, en l'occurrence, ce qui était visé, c'est que de cette thèse-là, c'est-à-dire dans le marxisme, l'être social est traversé par des rapports de classe et une dialectique entre l'infrastructure et la superstructure. En gros, quoi. Et c'était ça qui était à décortiquer dans les séminaires. Il faut bien déjà connaître le marxisme pour comprendre cette phrase. Bon, voilà, non mais si tu veux, c'était prendre des mecs comme Georges Ocage, tu vois, avec Jocelyn Benoît et Ronan de Calan. T'avais aussi une promotion, tu vois, de gens comme Laurence Fontaine, je sais pas si tu vois qui c'est, elle a écrit un bouquin, Le marché. Je l'ai connu par toi. Ah oui, le marché, une conquête sociale, tu vois, elle a écrit ce bouquin-là. En gros, elle part de Foucault, et à partir de Foucault, elle fait une apologie du marché contre le marxisme classique, et la critique du marché, les altermondialistes, tout ça. Et bref, pour revenir à ce séminaire-là, c'était juste pour te raconter l'anecdote, mais alors, donc dans ce séminaire-là, il y avait Ronan de Calan, Jocelyn Benoît, et Magali Besson aussi. Il y avait Magali Besson, et alors il y avait un autre sociologue, dont j'ai oublié le nom. Et bon, le mec commence. Alors, tu avais un jeune doctorant qui avait bossé sur Locage, qui commence à faire un gros exposé sur Locage. Et après, tu as l'autre là qui fait son exposé sur la sécurité sociale. En gros, le mec, je ne me souviens plus qui c'est, mais il avait une formation de sociologue. Non, voilà. Il avait une formation de sociologue et de philosophe. Et en gros, il étudiait la sécurité sociale. Et en gros, il était assez critique parce qu'en gros, pour lui, à travers la sécurité sociale, tu as des formes de manigance du pouvoir pour contrôler les corps, la santé des gens, etc. Tu vois. Donc c'est un peu des thèmes que tu peux retrouver dans une certaine réception de tout ce que développe Foucault sur le biopouvoir, tu vois, le truc comme ça, le panmédicalisme, bref. Et il commence à faire son truc là, et je ne sais plus, à un moment, il y a quelqu'un qui pose une question, en gros, est-ce qu'il y a des formes de domination sexiste dans la sécurité sociale? Et là le mec il sort mot pour mot, la sécurité sociale a été intentionnellement pensée pour invisibiliser le travail des femmes. Ouais, enfin, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que c'est une citation qui est très choquante à plusieurs niveaux. Déjà, sur le plan concret, penser que les mecs qui font le régime général ou après le système des caisses d'allocation de ressources familiales avec une grande participation ou de syndicalistes ou d'ouvriers dans la gestion de ces caisses-là, penser que ces mecs ont comme intention première dans l'élaboration de leur truc d'invisibiliser absolument le travail des femmes, je trouve que c'est délirant. Et puis après, deuxièmement, moi je trouve que c'est une forme de complotisme universitaire autorisé, tu vois. C'est-à-dire que là, en gros, tu as une intention malveillante, bien déterminée, qui préside à l'instauration d'un projet de loi sanitaire, quoi. Et le truc encore plus choquant, c'est que le mec, il te sort ce truc-là,
Puis je regarde tous les autres et tout le monde se tait, quoi. Et tout le monde dit oui, c'est normal, tu vois, c'est un acquis. C'est pas une thèse, tu vois, un peu forte qui mériterait d'être. Mais ça fait presque Robinsonade, quoi. T'avais l'état de nature avec que des femmes très sympas, puis d'un jour les mecs sont arrivés pour semer le chaos et la mort, quoi. Mais c'est marrant, tu me fais penser à un truc, j'ai lu récemment les travaux de Maurice Godelier sur les Barouillas. C'est une communauté de Papouasie-Nouvelle-Guinée, si je dis pas de conneries, j'ai un doute, je crois que c'est ça. Ou alors c'est en Nouvelle-Zélande, je sais plus, il faudrait vérifier. Mais en gros, il analysait les processus de domination masculine chez les Barouillas. Et donc je ne me souviens plus exactement de la provenance géographique. Mais en gros, ils avaient un rituel assez brutal et qui est assez intéressant à analyser, mais qui est quand même assez terrifiant comme truc. Enfin, moi je parle depuis mon tropisme et mes valeurs d'Européen, quoi. Mais en gros, quand un enfant naît, tu vois, quand une femme barouilla accouche de cet enfant, elle a une emprise sur lui. Il y a le cordon ombilical et tout ça, machin, donc elle le nourrit. Et on est dans un système où il y a une forte domination masculine. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'à un certain moment donné du développement de l'enfant, en fait, ils séparent radicalement l'enfant de la mère, il est élevé qu'entre hommes, et à un moment donné, je ne sais plus exactement à partir de quel âge, mais en gros, les hommes de la tribu forcent l'adolescent pubère à faire une fellation à un mec de la tribu. Un homme plus âgé. Voilà, qui l'insémine. Et en fait, le truc, c'est que comme ils inséminent le jeune enfant qui va devenir homme par la bouche, en fait, ils lui donnent une deuxième fois naissance. Et en fait, comme ça, il est encore plus coupé de la mère, tu vois. La mère, en gros, elle n'existe plus, quoi. Elle a donné une première fois naissance, mais sa vraie naissance, c'est sa deuxième naissance, avec cet acte incestueux, tu vois, voilà. Mais bon, est-ce que... Comment dire? C'est un truc vachement intéressant, mais... Il y a plusieurs contradictions là-dessus. Pourquoi je parle de ça, c'est que il y a une tendance des décoloniaux à fantasmer sur les systèmes antécoloniaux, justement, tu vois. Les systèmes traditionnels, archaïques. Alors que, enfin, je veux dire, je ne vais pas du tout faire l'apologie non, mais je vais pas faire l'apologie de la colonisation du tout, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'il faut bien voir quand même que là-dedans, tu as des systèmes très rigides, quoi. Très violents, ou qui sont très holistes, où la liberté de l'individu, elle existe. Ouais, mais justement, je crois, moi j'ai pas vu de célébration d'autres systèmes. Ça existe de plus en plus quand même. Tu sais, tous les discours autour des sorcières, ça tourne quand même pas mal là-dessus, tu sais, où en gros, tu as vu la révolution cartésienne en Europe, avec la colonisation, on a exporté ça, et en fait, on a exporté la mathématisation du monde, la marchandisation du monde, et en fait, le cartésianisme, c'est un peu la figure de proue du capitalisme, et en fait, les traditionnalismes, c'était des résistances vis-à-vis de ça, tu vois, vis-à-vis de l'industrie, de tous ces trucs. Et même, c'est dramatique, hein, mais tu as des mecs qui défendent la sorcellerie en Afrique comme résistance en fait à la science blanche, tu vois. Oui. Oui, et là, en plus, malheureusement, ça en fait... Ils partagent l'argumentaire de cet obscurantisme-là. C'est ça, quoi. Oui, mais c'est là qu'on voit que là, en fait, il faut... c'est ce que je parlais tout à l'heure entre la dimension de recherche scientifique et de recherche sciences humaines et le militantisme, c'est que là, il faut faire très très attention à l'argumentaire, il faut être très subtil. Après, c'est intéressant parce que nous, en Occident, on n'a pas trop de leçons à donner, on continue d'avoir plein de traditions ultra archaïques et vraiment honteuses, quoi. Il y a de l'homéopathie dans toutes les pharmacies, il y a de l'astrologie dans la plupart des télévisions. Enfin, il n'y a vraiment aucune leçon à donner de l'Occident, quoi. Donc là-dessus, il ne faut pas d'ethnocentrisme ni de... Mais j'espère que j'étais pas dans le jugement moral, tu vois. Pour moi, c'est des mécanismes humains à comprendre avant tout. Hein. Donc là, c'est bien, on a parlé de tout un tas de choses. Donc bon, je m'attendais un peu à ce que tu m'en parles parce que ça t'intéresse beaucoup, tu en parles régulièrement. Mais donc là, on a parlé donc tout un tas de choses qui se passent à l'université. Donc c'était le master de philosophie politique à Paris 1. Je pense que le risque au niveau de la liberté académique, c'est beaucoup plus la ministre qui va commencer à
à surveiller quelles sont les recherches des jeunes doctorants et à demander au CNRS de faire un travail policier en interne pour surveiller ce qui se passe, beaucoup plus que ce type de travaux-là. C'est vraiment important parce que j'ai vraiment envie que ce podcast ait une existence sur le net. Et ce serait vraiment dommage qu'on soit juste directement assimilé au pire de la critique du décolonial et des études décoloniales, postcoloniales, de genre, de la pensée woke en général. Moi, en tout cas, sur le blog, le Gros qui tâche, on a fait des articles sur l'islamo-gauchisme, sur une espèce de propension au racialisme dans le gauchisme postmoderne, mais on a été très ferme sur toute la nouvelle extrême droite également, tu vois. C'est pour ça que j'ai tenu tout à l'heure à dire que pour moi il n'y a pas du tout d'équivalence, tu vois, entre l'extrême droite, le fascisme, le néonazisme et ces mecs-là. Oui. C'est pas du tout pareil. Parce que il n'y a pas de confusion entre les deux. Des fois il y a des mecs qui partent en couille là-dessus, il faut se calmer, tu vois. C'est pas. Auria Boutedja, c'est pas Himmler, tu vois. C'est pas du tout la même gravité. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est de voir dans des appareils coercitifs qui là peuvent faire vraiment du sale, une forte adhésion en fait à des idées d'autoritarisme et de néofascisme policier. Tu vois, je sais pas comment appeler ça. Oui. L'idée, voilà, c'est vraiment pas c'est pas la pensée gauche républicaine comme on l'entend beaucoup dans tout un tas de médias en ce moment, ou de faire la République contre l'islam ou la République contre ce type de pensée-là. Vraiment pas. D'ailleurs, on n'a pas prononcé le mot République. Après, comme je te disais, je suis athée matérialiste, mais mes héros, c'est... Oui, mais justement, ceux dont tu parles, ils le sont très vraisemblablement aussi. Oui, peut-être. Oui. Après, faudrait voir, hein, tu vois. Mais moi, j'adore Démocrite, l'abbé Mélier. Je veux dire, mes grands héros, c'est ces mecs-là, tu vois. C'est-à-dire, moi, je peux pas plaire aux gauchistes postmodernes, c'est pas grave, mais je plairai jamais à l'extrême droite non plus, j'en suis très content, ni aux religieux obscurantistes de tous bords, tu vois. Là-dessus, il n'y a pas de problème, tu vois. Mélier a vraiment des phrases merveilleuses. Tant qu'on n'aura pas pendu le dernier roi avec les tripes du dernier curé, l'humanité ne sera pas heureuse. Et ça, Voltaire essaie de le faire passer pour un espèce de déiste mou, tu vois. Bref. Non, mais c'est marrant, il a une vie très intéressante. J'adore la maîtrise aussi, tu vois. Oui, absolument. Vraiment, intéressez-vous à Mélier, c'est beaucoup de plaisir à thé. Et le blog Le Gros Rouge qui tâche. Donc voilà, on va finir sur l'université. Et ensuite on avance, bien sûr. Donc tout ça, c'est l'univers que tu as connu à l'université à Paris 1. Et donc, on va revenir à une approche beaucoup plus personnelle. Voilà, qu'est-ce que tu attendais en arrivant? Qu'est-ce que tu as eu en finissant ce master? Qu'est-ce que tu as fait juste après? Et quelle idée t'en as tiré de l'université en tant que telle, en tant qu'institution? C'est compliqué de répondre synthétiquement. Parce que le rôle de l'université est un peu confus. C'est la formation des chercheurs, la transmission du savoir universitaire. Oui. Mais on voit bien que vous ne voyez pas des universitaires tous les jours à la télévision. Oui. La transmission du savoir universitaire, elle existe, mais elle se fait par des canaux un peu particuliers. Il est possible que ces canaux, vous n'y connaissiez pas, vous, auditeurs. C'est qu'ici, ils sont parfois tellement minces, tellement inexistants. Vu que la question est personnelle, je peux pas. C'est vraiment. Moi, je suis pas dans le côté impudique, tu vois, du déballement familial, mais là, en l'occurrence, tu vois. Mon père vient d'un milieu très prolétaire, ma mère aussi, ma sœur est maître nageuse, mon frère est ouvrier, et donc je suis le seul, hein, tu vois, à continuer l'espèce de truc de l'ascension sociale, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, les études. Voilà, les études, moi j'ai terminé depuis un moment là, mais... l'ascension sociale par les études. Voilà, à ce moment-là, voilà exactement. Et donc... le sentiment que j'ai, c'est que je me suis retrouvé dans un lieu où je rapinais du savoir, moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que tu as accès à des mecs qui passent leur temps, enfin, toi, les professeurs d'université, ils passent leur temps à faire des recherches, à lire des bouquins, à se documenter, et ces mecs-là, ils arrivent, boum, ils te déballent tout. Comprendre aussi un peu comment fonctionne la petite bourgeoisie intellectuelle, tu vois, sur plein d'aspects différents, tu vois, c'est
où sont les lieux de rencontre, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur vision de la vie, de l'existence, où est-ce qu'ils veulent être, tu vois, est-ce qu'ils ont une conception pour eux, pour un collectif, pour la France, pour l'Europe, j'en sais rien, tu vois, c'est quoi les espèces de... c'est quoi leurs absolus, quoi, tout simplement. Donc là-dessus, moi j'étais comme un chien dans un jeu de quilles, parce que bon, il y a plein de trucs en fait, si tu veux, il y a un univers mondain et estudiantin, il y a le rapport au professeur, le rapport aux collègues, le rapport à la documentation, le rapport au bouquin. Moi, je m'estime quand même super heureux d'avoir quand même eu des années où, comment dire, à certains moments, on me conseille des lectures et puis tu peux bouquiner comme un porc, un auteur, un concept, tu vois, faire un exposé là-dessus, apprendre la prise de parole devant tes petits camarades, machin. C'est des trucs quand même qui sont vachement instructifs, tu vois, et je suis heureux de vivre dans une époque et dans une sphère de l'histoire de France où ça c'est possible, parce qu'à d'autres époques, je sais pas, j'aurais travaillé dans les champs où j'aurais une espérance de vie à 30 piges et puis terminé bonsoir. Donc là-dessus, je suis reconnaissant. Et après, je vois un peu comme, tu vois, je sais pas comment dire. Je te parlais de lutte des places là. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, c'est les éternels trucs dont parle Balzac dans Les Illusions perdues, tu vois, mais c'est typique, hein, le mec qui vient de province, qui va à Paname, et puis une fois sur Paris, il essaie de se faire un nom, machin, avoir le réseau, les trucs, et puis se faire publier, avoir la reconnaissance. Puis s'il fait la faute de goût, la faute vestimentaire ou la mauvaise parole, t'es niqué. Déjà, il y avait de la concept culture, tu vois. Oui. c'est une concept culture. Oui. Et donc ça, tu vois, c'est qui existe encore et très fort. C'est des vieux schémas, en fait, quoi. Et donc bon, voilà, t'es jeune, t'essaies de survivre là-dedans. J'ai pu avoir à un moment donné un certain ressentiment vis-à-vis de l'université en me disant oh, les vieux croutons mandarinaires là, qui tiennent toutes les chairs et tout, et qui bougent pas, et il n'y a rien qui circule et tout. Mais au final, de plus en plus, je me dis, mais en fait, tout ça, c'est logique, en fait. Il n'y a rien de... Il y a rien de pas logique, en fait. C'est-à-dire que... Moi, je vois ça comme ça, en tout cas. C'est que on est dans une société capitaliste, et avec certains rapports de production et un certain développement des forces productives, il est normal qu'il y corresponde une certaine formation idéologique, quoi, auquel participent alors les réseaux éditoriaux, les chroniqueurs médiatiques dont on est abreuvé en permanence, les universitaires à une petite manière, parce que finalement ils sont assez confinés dans l'université, et là où est leur influence, c'est beaucoup plus dans les lectures que vont en faire leurs étudiants quand ils vont s'organiser en structure militante, je pense, tu vois. Donc en fait, tout ça, que les mecs veulent garder leur poste et tout, qu'ils laissent personne venir, rentrer et tout, et que tu doives te démerder autrement, finalement c'est assez logique vu le fondement inégalitaire profond de notre société, quoi. Si, comment dire, c'était facile pour un marxiste-léniniste et en un claquement de doigts d'obtenir tel ou tel poste vu comment fonctionne la France de 2021, là je m'inquiéterais, tu vois, je me disais merde, qu'est-ce qui se passe? Mon logiciel ne marche pas. Mais... C'était l'entretien cosmique par Céphalopode Cosmique. C'était la deuxième partie de l'entretien avec Benjamin. Dans une semaine, la troisième et dernière partie, où il sera question de la distinction, de la culture ouvrière, de l'évaluation scolaire et de la science. Merci à tous et à la semaine prochaine.